Donc moi, c'est Bilal Chouli, cofondateur et CTO de Neurochain. Donc Neurochain a été créé, moi et Frédéric Goujean. Après, l'équipe, elle a eu une attraction, elle a attiré plein de talents, notamment monsieur Yves-Michel Le Porcher et monsieur la star de Neurochain sur les réseaux sociaux, etc., Bruno Delahaye. Donc voilà. Donc, je vous laisserai vous présenter après. Donc voilà, Neurochain, c'est parti il y a plus de 2 ans sur une idée de blockchain. On a vu la blockchain, on a vu les limites de la blockchain, on a vu les limites du proof of work et du proof of stack. On s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose pour améliorer tout ça. Et voilà, et du coup, on a utilisé notre propre expérience personnelle parce qu'on vient tous du machine learning, du big data, du monde de la donnée. Et avec ça, on a essayé de faire un peu une synthèse virtueuse afin de faire un système distribué voilà, qui puisse répondre à tous ces challenges. Voilà un peu la synthèse globale, mais je reviendrai dessus. Alors, Yves Michel, en quelques mots. Alors, Yves-Michel Le Porcher, actuellement tech lead du projet Neurochain. Ma mission sera surtout de faire le développement du mainnet et des premières applications de base pour faciliter son utilisation. Bien, et bonjour Bruno Delahaye. Moi, j'ai rejoint l'équipe en tant que CMO et founding partner. Moi, j'ai un passé essentiellement dans le domaine du software et de l'industrie et des startups. Donc, je suis le côté sans doute plutôt entrepreneur et business partner du sujet. J'ai en plus une casquette marketing. J'ai quitté il y a quelques mois maintenant Dassault Systèmes où j'étais patron de la transformation digitale du groupe pendant une dizaine d'années après leur avoir vendu ma société en 2007 et c'était donc ma 3e société. Donc c'est maintenant ma 4e aventure entrepreneuriale. Je m'occupe chez Neurochain de 2 principaux créneaux. Un créneau qui s'occupe principalement de sujets actuellement en période de pré-SEO, surtout la partie marketing, donc c'est tout ce qui va sujet aux réseaux sociaux, les sites web, la communication en général. Et je m'occupe, et c'est particulièrement actif en ce moment, de toute la relation investisseur. Voilà, donc ce qu'on appelle les whales, ou plus spécifiquement la gestion des pools et la gestion de tous les investisseurs qui sont en période de private, pour l'instant, sont gérés chez moi. Donc Neurochain, c'est un système distribué basé sur des bots. Il faut comprendre qu'un bot, c'est l'équivalent d'un nœud, mais intelligent. Pourquoi intelligent? Parce que le consensus sera basé sur un algorithme, même plusieurs algorithmes, qui calculent l'activité, la pertinence et l'intégrité de chaque bot. C'est-à-dire qu'un bot dans le réseau va transactionner avec les autres bots, avec les autres nœuds, de manière native, parce qu'il y aura la couche de communication. Après, tout ce registre-là de transactions va être analysé par des algorithmes afin de déterminer ce que j'appelais dans l'article en relation avec des notions de thermodynamique, parce que je viens du monde de la physique des particules aussi. Ouais, c'est ça le parallèle avec la thermodynamique, l'entropie, l'enthalpie. Donc voilà, l'entropie, c'est tout simple, hein. Moi, quand je travaillais dans les réacteurs nucléaires, l'entropie, c'est comment une particule interagit avec les autres particules dans un réacteur nucléaire. C'est ça l'entropie. L'enthalpie, c'est quoi la force de ces interactions? L'exemple que je donne de white paper, par exemple, l'enthalpie d'un électron est presque 2000 fois moins élevée que l'entropie d'un proton. Pourquoi? Parce que le proton est 2000 fois plus lourd qu'un électron. Donc l'impact de ces interactions, elle est plus élevée. Donc j'ai essayé de transposer tout ça sur un registre et ça a donné le PII avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi la thermodynamique? Parce que tout simplement, la thermodynamique, quand tu prends toutes les sciences actuelles modernes, c'est la seule science qui est universelle. C'est-à-dire que tu peux appliquer dans tous les domaines et toutes les formules sont valides. Voilà un peu le PII. Et, ah oui, j'ai oublié l'intégrité, le 3e paramètre d'intégrité, parce que toi, tu es un bot qui transactionne, etc. Mais il faut que j'ai toujours un œil sur toi. Et du coup, on a créé un réseau bayésien, c'est-à-dire que c'est un réseau de probabilité conditionnelle qui me calcule la probabilité que cette transaction se fasse, sachant les transactions passées. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple tu fais une transaction dans le réseau, toi tu es un bot, tu fais une transaction et que je calcule une probabilité que cette transaction se fasse et par exemple de 5%, c'est-à-dire que c'est une probabilité assez faible, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit c'est une transaction qui n'est pas juste, qui n'est pas fair, ou soit c'est une transaction que tu n'as pas l'habitude de faire dans le réseau, donc je vais te flaguer et je vais suivre ton comportement dans le réseau.
Voilà un peu le PII. Ça, c'est le cœur du bot. Ça, c'est la base standard du bot. Tous les bots vont avoir cette couche un peu hard qui va permettre le bon fonctionnement du réseau. La deuxième couche qui va venir après, c'est le métalangage qui va s'interfacer avec le bot, qui va permettre le développement d'applications intelligentes, mais de manière assez simplifiée. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dans le machine learning et l'intelligence artificielle, et on croit que l'intelligence artificielle va changer le monde, parce que si tu vois tout ce qu'on peut faire avec un algorithme, c'est un truc de malade. On peut tout faire, on peut tout simuler, on peut tout calculer, on peut tout prévoir, mais ça reste toujours, je suis d'accord avec les sceptiques, ça reste toujours probabiliste, mais parfois on arrive. C'est comme la météo, hein, on arrive à dire demain il fera beau, c'est que des modèles mathématiques, c'est du machine learning. Voilà, donc grâce à cette force de conviction, on croit au machine learning, aux vertus de la machine learning. C'est pour ça qu'on va créer un métalangage, c'est carrément un langage. C'est comme Ethereum, ils ont créé un langage Go, je sais pas quoi, comme il s'appelle Solidity sur Ethereum, mais que personne n'arrive à comprendre. Parce que personne. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'applications sur Ethereum. C'est à cause de ça, sur smart contract. Et c'est assez limité, c'est pas flexible. Quand tu prends que des règles, tu suis que des règles très contraignantes, quand tu le compares à un algorithme qui a une flexibilité, qui calcule et qui a une prévisibilité, voilà. Tu peux pas dire à un bot, écoute, si tu as ça, tu fais ça. Mais si je sais pas quel résultat il va avoir le bot, je peux pas lui dire si tu as ça, tu fais ça. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là prédictif qu'on prend en compte. C'est pour ça qu'on croit vraiment à la puissance de NeuroChain, c'est qu'il va changer le monde, et il va réinventer le business. Donc, moi, je vais vous donner un autre prisme en fait, de lecture et de compréhension de NeuroChain. C'est plus spécifiquement comment on peut l'utiliser dans l'environnement industriel. Mon background, moi, c'est l'industrie, c'est le monde du software. Et on a eu l'occasion depuis dans les 6 derniers mois de rencontrer beaucoup d'industriels qui sont intéressés à NeuroChain, pas tant pour ses spécificités techniques, mais pour ce qu'il était capable d'apporter en termes d'optimisation des process industriels. Donc, on a travaillé comme ça avec les domaines de la banque, les domaines du supply chain, dans l'asset management, dans l'énergie, qui sont à chaque fois, j'ai vu CEO et Codir, pour leur expliquer comment NeuroChain pouvait être un outil d'optimisation industrielle, et plus particulièrement, comment il pouvait réduire, abaisser les coûts de production en général. Donc ça passe par une mise à plat de l'ensemble du processus industriel et la définition de ce que la mise en place d'un protocole blockchain pouvait aider pour réduire leur espace de coût. On a des DSI qui sont en général extrêmement intéressés par ces sujets-là parce qu'ils ont la blockchain au cœur de leur stratégie d'évolution dans les années qui viennent. Ils ont en général un grand projet qui s'appelle Digital Transformation, mais qui reste assez pauvre et assez vite sur ce sujet-là. Et quand ils voient une initiative de blockchain, et ça va permettre de faire une transition après avec Yves Michel, mais qui permet d'intégrer des principes d'intelligence artificielle, là, véritablement, les comités de direction comprennent. Donc, je vais prendre quelques exemples pour être encore plus concret. Sur notre site web, vous trouverez un certain nombre de partenaires, et on n'en a mis que quelques-uns qui ont accepté d'être rendus visibles et qui disent qu'ils vont travailler avec nous sur ces sujets-là. Il y en a notamment un très gros groupe de logistique en France qui s'appelle le groupe Ops, qui est un groupe le groupe Amazon, dans lequel Amazon est actionnaire, qui est donc l'actionnaire majoritaire de colis privés, et qui, eux, comprennent tout à fait l'intérêt de mettre en place un processus de Deep NeuroChain pour l'optimisation des coûts quand on fait des opérations de transport. Je ne rentrerai pas dans le détail de comment ça fonctionne, mais véritablement, le DSI et même le CEO maintenant a compris pourquoi l'intégration d'un processus de blockchain avec en plus une couche qualitative, qui est la spécificité de NeuroChain, avec ce consensus dont parlait Bilal, apporte une valeur unique. Je donnerai un deuxième exemple aussi illustratif, qui illustre probablement le sujet, c'est le domaine de la banque. Alors il y a beaucoup d'applications dans le domaine de la blockchain, mais il y a des applications de NeuroChain, elles, qui ne sont pas aujourd'hui faisable avec une protocole de blockchain traditionnelle, notamment tout ce qui tourne autour du KYC. Vous savez sans doute que le KYC, on le connaît bien, nous, dans l'environnement du blockchain, c'est quelque chose qui coûte très cher au milieu bancaire. Le Crédit Agricole, ça leur coûte 400 millions par an, ne serait-ce que de pouvoir vérifier l'origine des fonds, la provenance des intervenants, etc. Et donc, on a discuté avec un très gros groupe de conseils que je ne peux pas divulguer parce qu'ils ne nous demandaient pas de le faire, mais qui gère 75% des transactions en France, transactions bancaires, qui a compris comment NeuroChain était un gros différenciateur et un plus par rapport au blockchain actuel, et notamment pour son côté auto-évolutif et contexte sensitif. Je m'explique, quand vous faites un KYC, vous devez gérer une relation avec un intervenant qui doit donc vous donner de l'argent à intervalles réguliers.
dans la durée, sa situation évolue. Donc il faut bien, quand vous mettez en place un système d'algorithme qui permet en temps réel d'aller chercher sur des bases de données judiciaires, sur les bases de données Interpol, sur les bases de presse, tout ce qui peut être dit sur une personne, en temps réel, vous updatez son profil et vous lui donnez, et vous avez donc obtenu, vous donnez donc ce qu'on appelle un KYC digital évolutif. Et ça, c'est avec une traçabilité qui permet donc d'être inscrite dans le blockchain, accessible par des autorités et par des tiers de confiance, et par conséquent, vous obtenez un KYC qui est d'un niveau de sûreté absolu. Voilà. Alors, ça, c'est très concret. Ça parle tout de suite à un directeur de banque parce que tout de suite, ça tape dans sa ligne de coût. Voilà, donc la banque, j'aurais d'autres exemples dans le domaine de l'énergie, de l'asset management, ce serait trop long de les donner tous, mais c'était juste pour vous illustrer que NeuroChain, c'est un langage. C'est un langage qui est un open source, donc, qui va être utilisé par des grandes sociétés de conseil. On aura nous-mêmes notre société de conseil qui permettra de conseiller les industriels sur la manière de le déployer. Et il y a déjà des angles industriels extrêmement tangibles qui ont été identifiés, qui permettront les premières applications de NeuroChain dès les premiers mois, puisqu'en fait, dans la période de développement du mainnet, c'est-à-dire dans les 9 mois après l'ICO, on commence le développement du protocole sur base de clients qui sont des projets pilotes, qui ont accepté d'être projets pilotes, pour que les premières applications dans 9 mois puissent déjà avoir une connotation industrielle et être utilisées en environnement industriel. Exactement. Voilà. Pour l'instant, on a 5 verticaux identifiés. Les verticaux, c'est donc des industries. Je n'ai pas le droit de donner tous les noms. J'en ai donné certains qui sont sur le site web. Donc, on a vu qu'il y a le groupe Ops, il y a le groupe Atalante qui est un groupe de gestion active, de gestion d'actifs, excusez-moi. Il y a une société qui fait de l'alimentaire qui s'appelle Luca. Il y en a comme ça quelques-uns. Il y a Interxion, bien sûr, qui est un de nos partenaires, qui est un fournisseur de data serveurs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a annoncé. Et ça représente 5 verticaux et qui sont des verticaux industriels dans lesquels la blockchain en général et NeuroChain en particulier apportent véritablement des avancées très significatives. Il y a un très gros client que je ne peux pas donner qui est derrière tout ça et qui portera un très gros sujet dans ce domaine-là. Il m'a demandé, et c'est je crois très compréhensif, qu'avant que les périodes d'ICO soient terminées, on ne puisse pas en parler. Je crois même que pendant le développement du protocole, il ne souhaitera probablement pas communiquer parce que c'est une arme pour eux. C'est un outil de compétitivité absolument foudroyant et je ne pense pas qu'ils aient très envie que leurs concurrents soient au courant. Mais bon, l'actualité est pleine de ces gros contrats, de gens qui intègrent la blockchain dans leur processus. Bah, oui. On fait partie de ce monde-là. Voilà, et là-dessus, j'enchaîne avec Yves Michel qui va s'approcher, qui est un peu loin, Vas-y. qui est donc notre expert sur bien d'autres aspects et peut-être qu'il pourra toucher un exemple, expliquer en quoi, dans ces applications, l'intelligence artificielle finalement est un des nœuds de la compétitivité et un disrupteur extrêmement intéressant pour ces industriels qui s'intéressent à nous. D'un point de vue technique, en fait, on n'arrivait pas à trouver de vrais sujets pour la blockchain. Pourquoi? Parce que très souvent, on pouvait l'interchanger par d'autres technologies. On est d'accord, c'est un peu pénible. Donc pour ceux qui sont enthousiastes, c'est bien. Pour ceux qui veulent faire de l'argent, c'est pas pareil. Là, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on fait du marketing digital, on a un problème. La première, c'est qu'on veut faire attirer des gens sur notre site, mais on ne sait pas si c'est des vrais gens ou si c'est des robots. La deuxième problématique, puisqu'on est toujours au même endroit, c'est de se dire lesquelles sont vraiment les personnes sur qui je peux m'appuyer, qui sont en gros par exemple les vrais influenceurs. Toujours dans la même démarche, lesquels je vais pouvoir arriver à transformer en vrais clients. J'ai du mal à trouver un cas plus concret. Dans un premier temps, avec un seul et unique algorithme, un seul, pas 15, il est très facile d'identifier les vrais des fausses personnes qui rentrent sur le site. Juste en croisant de la donnée et en rajoutant un petit algorithme dit bayésien pour ceux qui sont connaisseurs. Dans un deuxième temps, pour les influenceurs, maintenant que j'ai identifié ceux qui étaient vraiment très actifs, j'applique la même méthode sur les canaux, par exemple, que sont les blogs, les YouTube et assimilés. J'arrive de cette manière-là à voir ceux qui véritablement écoutent, véritablement lisent, combien de temps ils restent dessus, et j'ai rien à faire. C'est un algorithme qui va lui-même tout seul arriver à mouliner, parce que je ne connais pas le métier à la base,
c'est l'algorithme qui va identifier les facteurs d'importance. Et donc, à partir de ces facteurs d'importance, vu que je l'ai identifié sur un premier use case, par exemple, j'en sais rien, sur la pharma, je peux le réappliquer, accrochez-vous, sur la vente de produits animaliers. Ça ne change rien. C'est la même chose d'un point de vue mathématique. Donc, lorsque j'ai fait cet algorithme, je suis capable, j'ai identifié ceux qui étaient les grands pipoteurs. Maintenant, je sais sur qui je peux me fonder. Je peux faire une vraie campagne marketing en leur proposant les produits pour qu'ils puissent véritablement déverser la bonne parole sur mes produits dans le marché. Le troisième facteur, c'est comment je les convertis en véritables clients. Très simple. Mais il n'y a rien de plus simple. C'est qu'il est possible aujourd'hui, avec une simple régression, un test logistique, un test logistique, c'est est-ce qu'il va acheter? Oui, non. Il y a plein de paramètres derrière, mais j'arrive à savoir. Je sais qui sont les vrais, donc j'ai pas besoin de les appeler. Je sais qui regardent et qui sont regardés, donc j'ai pas besoin de refaire 15 km de com. Ils ont déjà le message. J'ai plus qu'à dire, ok, maintenant là je peux récupérer mon poisson. Est-ce que vraiment le produit que je veux lui vendre lui intéresse? Est-ce que tu parlais aussi des données de navigation telles que la Smart City, les voitures autonomes, tout ce qu'on peut... Voilà, tu donnes peut-être de la bagnole aussi. Il y a des quantités phénoménales de use case derrière. Systématiquement, aujourd'hui, encore une fois, l'avantage numéro un, parce que c'est vraiment un avantage, l'aspect décentralisé. Aujourd'hui, on utilise une méga technique qu'on appelle le Kubernetes, Docker, enfin, des mots qui insultent. Tu appuies sur un bouton, un algorithme arrive dans la voiture. Par exemple, on suppose des voitures autonomes. C'est pas un mythe, je l'ai conduite. Enfin, conduite, c'est un mot, notamment chez Renault. Tu t'assieds dans la voiture. Tu laisses avancer. L'algorithme, immédiatement, va être partagé entre les différentes voitures. Je n'ai pas besoin de les envoyer au garage pour pouvoir récupérer la dernière version de tracking des passagers. Appuie sur un bouton, fin de discussion. Deuxième avantage. L'algorithme aujourd'hui, si tu veux faire le contrôle, attention, un accident à 3 km, première à gauche, troisième à droite. Sur un algorithme, non, ça ne marchera jamais. Par contre, grâce à NeuroChain, si la voiture est connectée, une fois toutes les 10 minutes, on peut juste lui envoyer un signal, attention, tu t'approches d'une zone d'accident. Et uniquement pour ceux qui sont intéressés. De cette manière-là, sans avoir à te ruiner, à essayer de faire un méga réseau super compliqué. Dites-vous qu'aujourd'hui, la stricte intégralité de tout le parc automobile de voitures connectées en France utilise des puces 2G. Donc là, avec que dalle comme information, on est capable de véritablement avancer dans l'ère de la voiture autonome. En fait, voilà. En fait, l'idée qu'il y avait derrière, pour finir sur cet exemple de voiture autonome, c'est que la voiture, elle est en constante communication avec son environnement. Elle communique avec les autres voitures, elle communique avec l'infrastructure, les routes, les panneaux, etc. etc. C'est pas un mythe. Hein. Vinci Autoroute, ils sont en train de faire une smart autoroute en France. Ils sont en train de tester les smart autoroutes. Aux États-Unis, au Colorado, ils sont aussi en train de construire une autre smart autoroute. Donc, c'est des projets qui vont venir. En plus, c'est pas compliqué avec le développement des IoT. Tu as juste à plugger des IoT sur les autoroutes ou sur le bitume, etc. etc. Voilà. Donc, c'est une réalité. Et pourquoi la blockchain? Parce que la blockchain permet de chaîner tout ce beau monde-là pour prendre des décisions. Est-ce que j'avance? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je m'arrête? Il y a un accident devant? Est-ce que j'accélère parce qu'il y a potentiellement un bouchon devant? Etc. etc. Je ne vais pas vous mentir, la voiture autonome, elle existe depuis 2003-2005 avec Tesla. Franchement, autonome, hein, elle a tous les capteurs qu'il faut, il y a l'algorithme qui avance, qui accélère en fonction des situations, mais elle n'a pas trouvé sa place. Pourquoi elle va trouver sa place? Parce que on tombe sur des situations dans la vie réelle complexes que cet algorithme ne peut pas s'il n'a pas d'informations avec son environnement. Parce que c'est simple d'avoir une autoroute, une voiture qui a des radars, qui a des lasers, etc. pour détecter son environnement, mais c'est très complexe parce que tu peux passer à côté d'informations qui peuvent ne pas t'éviter un accident. Alors que si tout cet écosystème est chaîné entre lui, c'est un écosystème vertueux. Donc voilà, donc si tu as une voiture qui s'arrête brutalement devant toi, il y a un message qui est transmis à la voiture derrière parce que il sait qu'il y a une voiture qui me suit derrière. Et voilà, ça va être parfait. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle et à la blockchain.